Alors bonjour tout le monde, mon nom c'est Louis Hull et puis je suis responsable de la programmation des instituts pour le Centre Franco ainsi que de la série de conférences Impact. Et ça me fait très très plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à cette formation. Et puis oui, alors l'apprentissage compte intuitif avec nos deux valeureux chevaliers qui vont se présenter tantôt, donc je ne les présente pas. Mais comme je les connais un peu, je peux vous assurer que ça va être une formation super intéressante. Je tiens à vous mentionner que cette formation, elle est enregistrée et qu'elle sera disponible, l'enregistrement sera disponible sur le site du Centre Franco au cours des prochaines semaines. En plus, durant cette formation, si vous avez des questions ou des commentaires, on va vous inviter à utiliser soit la boîte de clavardage ou encore de simplement activer votre micro pour nous poser votre question. Je termine en vous disant que si vous voulez avoir d'autres détails sur les instituts, eh bien, il n'y a rien de plus facile que d'aller consulter justement le site Internet du Centre Franco. Bon, je pense que c'est tout. Alors voilà, je vous souhaite une excellente formation et puis Martin, eh ben, je te cède le bâton du pèlerin, c'est à toi. Super. Alors, merci beaucoup, Louis. Puis je vois qu'Alex est dans la salle, mais je ne sais pas si on est là. Mais je peux partir le bal. Alors, on est au quatrième atelier des instituts en continu de notre série, justement, du pont entre la recherche et la pratique. Et aujourd'hui, on s'attarde à l'apprentissage contre-intuitif. On va présenter peut-être certains éléments qui sont contre-intuitifs à la, le gros bon sens, dans le fond. Puis on va réaliser que peut-être il y a certaines choses qui nous semblent être intuitives en salle de classe et que nos élèves semblent aimer, mais qui sont peut-être pas productives dans le sens de l'apprentissage. Alors, cet atelier-ci fait suite justement aux trois premiers, soit celui sur l'évaluation, un sur la motivation et un autre sur la neuroscience. Donc, il y a une certaine continuité, mais quand même, ça se tient en solo aussi. Alors, je vous inviterai à vous recueillir avec moi pour la reconnaissance du territoire. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme Oniatariaro, dérivé du Mohawk Lac Magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Alors, on se présente. On se présente. Alors, Alex et moi, on fait partie d'un groupe qui s'appelle les ingénieux pédagogiques. Et puis, notre groupe, donc vous avez deux des trois ingénieux pédagogiques avec vous aujourd'hui. Le troisième, c'est professeur Éric Dionne à la Faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa, qui se spécialise en évaluation. Et puis, on est un regroupement de personnes passionnées en éducation qui se lancent dans un balado. Alors, on est déjà rendu à notre 30e épisode du balado. Alors, vous avez le lien là, justement. Et dans ce balado-là, on explore justement le lien entre la recherche et la pratique. Alors, on choisit un article de recherche. Et dans les derniers épisodes, on commence justement à inviter des chercheurs pour nous parler de leur recherche et on tente de faire des liens entre cette recherche-là et la pratique en salle de classe ou dans nos écoles ou dans nos conseils scolaires. Alors, c'est un projet de passion qui est né durant la pandémie, qui continue. Alors, je vais laisser Alexandre se présenter. Je ne sais pas si tu es là, Alexandre.
si tu es là, on ne t'entend pas. Hein, parce que techniquement, on l'a accepté dans la salle et je vois ses initiales, donc il devrait être Je suis là qui dit, mais on t'entend pas, effectivement. Tu es là, mais Donc peut-être soit te rebrancher ou encore c'est nouveau là. je te laisse réessayer, Alex. Et puis, je te connais assez bien pour te présenter de toute manière. Alors, Alexandre est un enseignant de 7e, 8e année, surtout en français. Et puis, un fervent de l'innovation pédagogique. Alexandre et moi, on a eu la chance d'enseigner dans la même école pendant plusieurs années. Et puis, c'était dans mes premières années d'enseignement. Et puis, j'ai eu la chance d'aller l'observer en salle de classe. Et puis, c'est quelqu'un qui essaye des choses en salle de classe, qui est toujours en train de peaufiner sa pratique. Et j'ai appris énormément de choses. Et c'est là que notre relation a débuté. Et puis, justement, te voilà. Et On on, t'entend on pas, le par voit, contre. il vient d'apparaître. On est déjà mieux que tantôt, mais là, il reste juste le son réglé. Ton micro, par exemple, n'est pas allumé. Non. Fervent de l'innovation pédagogique, mais on travaille toujours sur le côté technologique. Moi, je me présente. Euh, Martin Parent, conseiller pédagogique, et puis fervent de la science de l'apprentissage. J'ai eu la chance de faire ma maîtrise à une petite université au sud de l'Alberta où j'ai eu la chance de suivre un programme de neurosciences et d'éducation. Et puis, ça a complètement changé ma pratique en salle de classe. Alors, je tente d'infuser ça euh, à chaque moment que je peux dans mes accompagnements en tant que conseiller pédagogique. Et quand j'étais en salle de classe, ça a complètement changé ma pratique en salle de classe aussi. Et puis, c'est à ce moment-là, justement, que je me disais, ben, coudonc, j'apprends une tonne de belles choses à la maîtrise, mais où est le pont, justement, avec la salle de classe, avec le terrain? Alors, c'est à ce moment-là que Alex et moi, on discutait et de là est né, justement, les ingénieurs pédagogiques. Notre mission ensemble, vous voyez l'enfant qui apprend à marcher. Euh, Ici, l'enfant, le, pour ceux qui connaissent les bébés, on n'apprend pas tout de suite comment marcher tout d'un coup. On va tomber. Et puis notre mission se rapproche à justement cette idée-là, dans le sens que nous autres, on vise une communauté qui vise la maîtrise de leur pratique en tentant des choses et puis euh, en faisant des erreurs et en apprenant de ces erreurs-là. On doit se fier justement sur ce que nous dit la recherche, mais des fois, il manque un peu un contexte. Puis on a la théorie, puis on a la pratique, puis des fois, le pont n'est pas toujours évident. Mais pour se rendre, on doit justement faire des essais-erreurs et avoir une communauté qui nous entoure. Alors, c'est ce qu'on souhaite amener ici. C'est cette communauté-là. On se base sur la recherche, on partage nos essais-erreurs avec les principes de base de la science de l'apprentissage. Alors, on a déjà fait cette petite activité brise-glace-là. Alors, on va procéder. Alors, on va commencer avec de grandes questions qui risquent peut-être de nous surprendre aujourd'hui. Alors, on va commencer avec le gros sujet de l'évaluation. On ne peut pas parler d'apprentissage sans évaluation. Alors, euh, justement, je pose parfois cette question-là à des enseignants et puis je dis vrai ou faux, on doit évaluer pour apprendre en profondeur. Puis habituellement, on répond, ben, c'est pas tout à fait vrai. On n'a pas besoin d'évaluer pour apprendre en profondeur. Puis là, on se questionne un petit peu plus sur qu'est-ce que ça veut dire vraiment l'évaluation. Puis en fait, l'évaluation au service de l'apprentissage, qui est une intention d'évaluation, nous indique que justement, l'évaluation au service de l'apprentissage veut pister le progrès de nos élèves face à notre enseignement.
Alors, on veut savoir où se situent nos élèves, puis est-ce que nous autres, on a des changements à faire, puis est-ce que les élèves ont des changements à faire. Alors, ça, c'est une forme d'évaluation. Alors, justement, Excusez. l'évaluation sert Allô? à l'apprentissage en profondeur. Allô, Alex, on t'entend. Bienvenue. Bienvenue. Ben, bonjour tout le monde, mes excuses. Ben, tu peux continuer là. T'es bien parti. Oui, c'est ça. Je vais finir avec le menu, puis après ça, on va procéder. Fait on commence avec une grosse question. Les élèves aiment se faire évaluer. Fait on va peut-être tenter de répondre à cette question-là. Le deuxième élément, c'est la motivation et la réussite. Qu'est-ce qui vient avant, l'œuf ou la poule? Et alors, on part le bal justement avec ces deux gros sujets-là. Alors, une question, et là, j'aimerais vous entendre dans la boîte de clavardage avec un V ou un F, ici. Évaluation est égale à stress et anxiété. Vrai ou faux? Alors, on a V pour certains élèves. Marie-Pierre, je ne sais pas si tu pourrais ouvrir ton micro pour nous en dire plus sur cette nuance-là. Mais je pense que tout dépend de comment que l'enseignant l'a présenté depuis le début de l'année aussi, parce que l'évaluation dans ma classe l'année passée n'est pas la même que dans ma classe cette année, parce que cette année, justement, ben là, cette année, je veux dire, dans les, pas en maternelle jardin, parce qu'on ne le voit pas de la même façon, mais je veux dire, quand je vais dans les autres niveaux, on peut voir que, dépendamment comment ça a été ancré, l'évaluation, ben on peut voir que ça peut entraîner un stress puis une anxiété, mais dans les classes où il y a eu la construction des critères, mais les élèves sont mieux, genre, sont plus sécuritaires. Fait que ça dépend vraiment, je trouve. Alors, ce que j'entends ici, c'est que lorsqu'on co-construit les critères, lorsqu'il y a un processus, le mot qui me revient à l'esprit, c'est le processus ici, ça semble rassurer les élèves. Puis justement, ça semble rassurer les élèves à cause on peut pratiquer certaines choses avant d'arriver, puis il n'y a pas de surprise rendue à l'évaluation finale ou l'évaluation sommative. Là, je dis l'évaluation finale, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, ça, nécessairement l'évaluation finale, mais donc, ce que j'entends ici, c'est processus versus finalité. Je ne sais pas, Alex, t'avais-tu des commentaires par rapport à ça? Ben, justement, matin, j'étais à l'école, puis je parlais avec une élève qui était bien stressée de sa journée parce qu'elle avait 2 évaluations, puis elle était un peu perdue pour son examen d'anglais. Puis c'était vraiment, je pense, l'opacité de l'évaluation. On ne sait pas trop qu'est-ce que le prof veut, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle va nous demander, c'était pas clair. Fait que je pense que le stress, l'anxiété vient beaucoup du fait que ce soit opaque. Si on donne les critères d'évaluation avant, puis on les prépare, là, je pense que ça peut le diminuer pas mal. Fait que ça revient un petit peu à processus, tu sais, quand il y a une opacité, comme tu mentionnes, justement, on ne participe pas à ce processus-là. On n'est pas actif dans notre apprentissage. C'est vraiment juste, OK, ben je me prépare pour la fin, là, mais je ne suis pas certain qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin, puis je vais me préparer le soir d'avant peut-être. Puis, alors ça peut générer du stress et de l'anxiété. Fait que le grand message ici, c'est que oui, des fois, donc Michel, le V est mérité, là. On a définitivement un V, on connaît ces élèves-là. Mais il y a aussi peut-être des contextes dans lesquels il y a peut-être des contextes où est-ce que l'évaluation n'égale pas stress et anxiété. Alors, c'est la question qui va nous guider aujourd'hui pour une partie de l'atelier, c'est mais dans quel contexte est-ce que l'évaluation n'égale pas stress et anxiété, puis ça se peut que ça devienne un petit peu contre-intuitif à ce qu'on croyait auparavant. Alors, pour cette petite partie-là, on va explorer justement la relation qui existe entre le bien-être et l'évaluation. On va pratiquer justement ou mettre en œuvre des actions concrètes d'évaluation au service de l'apprentissage ainsi qu'au service du bien-être. Et puis là, on va justement réfléchir à qu'est-ce qui est contre-intuitif dans tout ça. Alors, je vous invite à participer. Là, on est 2 personnes, fait qu'on va peut-être sauter le Mentimeter
on va peut-être juste le mettre dans la boîte de clavardage. Que signifie le bien-être pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Donc, quels mots vous viennent à l'esprit quand on parle de bien-être? Sécurité, sérénité. Est-ce qu'il y en a d'autres? Être à l'aise, se sentir bien. Être compétent. Se sentir écouté. Alors, sûrement qu'on pourrait, tu sais, on pourrait continuer à lister des éléments qui nous rappellent le bien-être. Et puis, un des éléments on peut constater déjà dans notre petite liste, là, merci pour votre participation, on est très peu aujourd'hui, mais c'est une activité qu'on peut faire je vois qu'on est 2 leads, là, mais on peut le faire avec nos équipes. Et puis, on va voir des grands nuages de mots apparaître. Et puis, ce qu'on peut constater, c'est que le bien-être est multidimensionnel. Donc, le bien-être, auparavant ou traditionnellement, on pensait plutôt à le bien-être comme étant seulement vivre des émotions positives. Mais on réalise maintenant, évidemment, que on ne peut pas toujours vivre des émotions positives. On va en vivre des négatives, puis ou des émotions plus difficiles, mais il faut apprendre à les gérer, ces émotions-là. Mais aussi que le bien-être peut être physique. Donc, se sentir bien, on peut avoir un bien-être physique. Un élève qui a peut-être plus ou moins bien dormi le soir d'avant, ben, ça se remarque qu'il est peut-être pas bien. Un élève qui est stressé, anxieux, mais tu le vois, peut-être qu'il y a des signes physiques. Il y a d'autres dimensions aussi. Michel mentionne se sentir écouté. Ben, toute la dimension sociale du bien-être. Se sentir compétent, ben, il y a peut-être une dimension cognitive au bien-être. Alors, c'est justement là qu'on veut en aller. C'est justement à cette roue du bien-être en milieu scolaire, puis définir ce bien-être-là à l'aide de ces 4 dimensions-là, ça va nous aider à voir ben, où est-ce que ça chevauche l'évaluation. Puis là, on va peut-être apprendre certaines choses qui sont contre-intuitives, puis on peut peut-être voir, ben, peut-être l'évaluation peut être au service du bien-être. Alors, on va explorer ça. Mais avant de se rendre, on va passer à travers nos 4 dimensions du bien-être que vous avez déjà un peu mentionnées. Fait que le bien-être physique fait référence à ben, de l'activité physique, le sommeil, l'alimentation saine, des choix sains. Le bien-être cognitif, le sentiment de compétence. Est-ce qu'on se sent confiant? Puis une fois qu'on a justement toute cette confiance-là, ben, peut-être on peut critiquer certaines choses, penser créativement. La dimension sociale du bien-être, on l'a déjà mentionné. Est-ce qu'on se sent comme si on appartient au groupe dans lequel on fait partie? Est-ce qu'on se sent comme si on se sent comme si on appartient, ben, on peut peut-être être plus notre propre personne, on peut être autonome, on peut faire nos propres choix, puis on sait qu'on va être respecté quand même. Et finalement, la dimension qu'on connaît très bien, qui est le bien-être émotionnel, vivre des émotions positives, reconnaître ses émotions, savoir gérer ses émotions moins positives, et de là découle notre motivation. Alors maintenant, d'avoir défini le bien-être, on va définir l'évaluation. Alors, je te cède la parole, Alex. Oui, ben, tu as besoin d'un break, là. Ça fait longtemps que tu parles. C'est ça. Donc, ben, bonjour tout le monde. Mes excuses pour mes problèmes de connexion. Mais donc là, pourquoi est-ce qu'on évalue? On a 2 intentions distinctes quand on évalue. Ben, premièrement, on veut soutenir les apprentissages des élèves. OK?
Puis ça, on le fait avec l'évaluation au service de l'apprentissage, puis l'évaluation en tant qu'apprentissage. Puis on veut aussi déterminer le rendement des élèves, donc l'évaluation de l'apprentissage. Puis on va voir plus tard qu'ils ne sont pas tous égaux en pratique, puis ils n'ont pas tous le même impact aussi sur nos élèves. Parce que le bien-être, ça passe aussi par ça, par l'évaluation. Donc, c'est beau, Martin, tu peux continuer. Donc, le but premier de toute évaluation est de communiquer le rendement et d'améliorer l'apprentissage de l'élève. Donc, vraiment, ça vient de faire croître le succès. Vraiment, c'est de dire à l'élève, ben, t'es où, puis vers où qu'on s'en va. Donc, maintenant qu'on sait où est-ce que tu es, où est-ce que tu te situes, mais maintenant, c'est quoi nos prochains pas? Donc, la rétroaction. Donc, d'après vous autres, on va y répondre dans les prochaines slides, c'est quoi la relation qui existe entre le bien-être et l'évaluation? Est-ce que les deux peuvent coexister? Ou est-ce que s'il y a de l'évaluation, il ne peut pas avoir de bien-être? Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a une coexistation possible? Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Non? OK, on va continuer. Michel est en train d'écrire dans la boîte de clavardage. OK. Je n'avais pas vu. Merci de garder un œil là-dessus. Oui. On a des enfants bruyants à la maison. Fait que... OK. OK, donc, il y a une relation qui existe entre les deux. Puis, Martin, tu vas nous en parler. Bien, c'est ça. Fait que, je vois Marie-Pierre qui met une réponse dans la boîte à clavardage. Il ne faut pas oublier que certains élèves aiment évaluer aussi et aiment s'auto-évaluer aussi. L'enseignant joue un rôle important pour rendre ça sécuritaire. Donc, ce que tu mentionnes dans ta réponse, Marie-Pierre, c'est, je pense qu'il y a deux éléments là-dedans, puis on y arrive un peu avec l'exercice qu'on va faire ici, mais donc, quand on aime se faire évaluer, c'est à cause que souvent, ces élèves-là, ils se sentent déjà un petit peu bons. Ils savent qu'ils sont peut-être capables. C'est dans la mesure du possible. C'est atteignable, ces défis-là. Et puis l'auto-évaluation, bien, ils savent comment le faire aussi. Puis le non-jugement vient d'une relation de confiance. On se sent comme si on appartient au groupe. On donne un exemple des fois d'élèves. Tu sais, des fois, on voit un groupe d'amis où est-ce que tout le monde fait très bien et peut-être il y a un élève qui fait beaucoup moins bien que les autres. Les autres ont une facilité dans le cours en tant que tel. Puis l'élève qui fait moins bien se sent peut-être pas comme s'il appartient, comme s'il devrait être là. Alors, des fois, on voit des genres de comportements d'évitement, comme on n'essaye même pas de répondre à la question. Ou plus tard au secondaire, on va voir de l'absentéisme, etc. Mais on voit ici le rôle que joue la dimension cognitive, comme se sentir compétent dans quelque chose, mais aussi la dimension sociale. Alors, ces deux éléments-là, qui sont déjà des éléments de réponse à notre question de base, sont importants ici pour le bien-être puis pour l'évaluation. Alors, la question que j'aimerais vous poser ici, c'est en regardant les trois cercles à l'écran, là, vous voyez le cercle bleu, l'évaluation au service de l'apprentissage, le cercle vert, l'évaluation en tant qu'apprentissage, et le cercle rouge, l'évaluation de l'apprentissage. La grandeur des cercles représente la valeur qu'on attribue à ces intentions d'évaluation-là. Alors, la question qu'on se pose, c'est quoi les effets sur le bien-être si la valeur qu'on attribue à ces intentions d'évaluation-là ressemble à ce que vous voyez à l'écran? Alors, quels sont les effets sur le bien-être lorsque la valeur qu'on attribue à nos intentions d'évaluation ressemble à ce que vous voyez à l'écran? Je vous donne quelques instants pour répondre dans la boîte de clavardage.
Marie-Pierre, sens-toi à l'aise de prendre le micro aussi. Ça devient évident lorsqu'on présente cette diapositive-ci que les trois cercles, on a souvent la question, ben les trois cercles ici, ils ne se chevauchent pas dans l'image, mais c'est à titre d'exemple. Dans le fond, on pourrait imaginer que ces trois cercles-là, il y aurait énormément de chevauchement entre les trois cercles. Alors, je vois des réponses apparaître dans la boîte de clavardage. L'évaluation de l'apprentissage peut venir jouer un rôle chez le cognitif et l'émotionnel de l'élève. Si l'élève réussit moins bien, ceci affecte son émotionnel et par conséquent, il ne faudrait peut-être pas participer de façon cognitive en salle de classe. Surtout avec la grosseur du cercle, effectivement. Fait que, dans le fond, on revient un peu à notre idée de processus versus finalité. Lorsqu'on met l'emphase par l'entremise de nos mots et de nos actions en salle de classe sur l'évaluation de l'apprentissage, on met l'emphase sur nos notes. Ça met beaucoup de pression sur la performance, puis moins le processus. Puis le processus, c'est l'apprentissage. Alors, justement, si l'élève n'a pas la chance de vivre des réussites, puis pas savoir où ce qui se situe, justement, comme tu le dis, ben, c'est difficile pour lui de bâtir sa confiance. Donc, justement, là, ça découle dans son émotionnel. On ne vit pas des réussites, alors on ne vit peut-être pas beaucoup d'émotions positives. Et ensuite, justement, ben, on va peut-être décrocher, on ne va pas se sentir comme si on appartient, etc. Fait qu'il y a des effets sur les trois ici. Là, je vois Alex qui a la bougeotte. Je cède la parole, Ouais. Alex. Ben, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, les profs, on a notre rôle à jouer là-dedans aussi. Tu sais, comme quand le prof présente une évaluation, puis il présente les critères, puis juste les mots utilisés, tu sais. Là, si tu veux aller chercher ton niveau 4+, ça te prend ça. Si tu veux, puis ça donne un petit choc électrique à certains élèves. Il y en a qui, OK, oui, qui vont carburer à ça parce que eux, ils connaissent la game, ils connaissent les règles de la game de l'école, puis ils la jouent bien. Fait qu'ils réussissent bien. Mais pour d'autres, quand on leur parle de ben, pour avoir ton 4+, ça te prend ça, c'est déjà inatteignable. Fait que le découragement arrive, puis on n'est pas bien là-dedans. Absolument. Le mot processus me revient aussi. Puis on pourrait même se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire connaître la game? Ça veut dire peut-être qu'ils ont déjà développé leur sentiment de compétence, puis tout ça. Fait qu'ils ont peut-être une prédisposition avec une facilité à ça. Alors, justement, on fait des liens entre le bien-être et l'évaluation. Puis là, si on inverse justement la grandeur des cercles, ce qu'on voit, c'est en fait le contraire. Puis il y a déjà eu des pistes de réponse ici dans nos discussions. Mais ce qu'on voit ici, là, justement, quand on inverse la grandeur des cercles, puis on met l'emphase par nos gestes et nos mots sur l'évaluation au service de l'apprentissage, bien, on voit une augmentation au niveau du sentiment de compétence. L'élève a plus de chances de vivre des réussites, alors il a plus de chances à se sentir compétent. Il peut appliquer la rétroaction. Aussi, on va voir une augmentation au niveau des émotions positives associées à les réussites. Puis, on va voir l'élève, à cause qu'il se sent plus compétent, on va voir une augmentation au niveau de son sentiment d'autonomie. Et puis, une chose que je n'ai pas rajoutée dans cette diapositive-ci, qui devrait y figurer, c'est vraiment au niveau du bien-être physique. On voit des fois des élèves arriver avec des maux de ventre le jour d'une évaluation. On voit des élèves cernés ou des élèves qui rentrent en salle de classe et disent on peut-tu repousser l'évaluation? Bien, ça, c'est dû à quoi? C'est dû à peut-être un emphase sur l'évaluation de l'apprentissage et moins un emphase sur l'évaluation au service de l'apprentissage.
Oui, et j'ai eu la chance d'assister en juin dernier, pendant que Martin est en train de se marier, à une conférence de Opieva. Opieva, c'est je ne sais pas comment on l'appellerait, une organisation de l'UQAM, si je ne me trompe pas, l'Université du Québec à Montréal, qui vraiment focus sur l'innovation en évaluation dans les écoles. Puis la conférence était extraordinaire. Puis on nous parlait de l'évaluation est bienveillante quand elle considère la dimension émotionnelle de l'apprentissage. Donc, les élèves apprennent mieux dans une situation émotionnelle positive parce que quand on est crispé, qu'on est stressé, ben c'est très difficile de pouvoir, performer à son maximum. Moi, je suis quelqu'un qui court beaucoup, puis en athlétisme, on dit tout le temps qu'un muscle détendu, c'est un muscle qui est fort. Parce que si tu veux courir le 100 mètres, il faut que tu sois détendu. Si tu es crispé, ça va aller moins vite. Puis je pense qu'en salle de classe, c'est la même chose. Il faut être dans un état émotionnel qui va nous permettre de bien performer, si on veut. Et pour ça, ben, quand l'évaluation est personnalisée, par exemple, avec la différenciation pédagogique, donner des choix aux élèves, comme moi, par exemple, j'essaie de donner, quand mes élèves lisent un roman, je leur donne différents choix sur comment ils peuvent me démontrer leur compréhension de la lecture de leur roman. J'ai des choix un petit peu plus artistiques, des choix un petit peu plus techno. Donc, j'essaie d'aller toucher différents profils d'élèves. Et il y a la CEA, pas la communauté, la conception universelle des apprentissages, qui nous parle d'avoir différents moyens encore d'aborder une tâche. Puis aussi, une tâche bienveillante, c'est une tâche qui favorise le dialogue parce qu'il faudrait que les élèves aient leur mot à dire. Moi, je pense qu'il faut que les élèves ils prennent pas tout le temps leur place, je trouve. En tout cas, moi, je trouve que mes élèves, des fois, ben, je leur dis, ben, voici qu'est-ce qu'on fait. Puis, c'est rare qu'ils questionnent. Et je leur dis, hey, si tu as une meilleure idée, viens me voir. Mais c'est dur je trouve, les élèves n'ont pas cette habitude-là encore. Puis, il faudrait aussi que les élèves parlent de leur évaluation, pas seulement de leurs notes. On l'a dit tout à l'heure, si on commence à changer le discours dans nos classes, axé sur, au lieu de dire, ben, pour avoir un 4+, si on dit, ben, pour continuer ton apprentissage, pour continuer à t'améliorer, tu dois faire ça. Oui, Martin. Bien, je voulais juste te setter up, Alex, à cause je sais que toi, tu as des pratiques assez avant-gardistes dans ta salle de classe au niveau en anglais, ils appellent ça comme juste de mettre un délai à la remise des notes. Ouais. Donc, de garder la note pour toi pour redonner de la rétroaction puis miser là-dessus. Je ne sais pas si tu pourrais en jaser un petit peu. Ben oui, parce que j'ai arrêté de donner des notes à mes élèves sur les grilles d'évaluation il y a à peu près 5-6 ans. Je leur donne seulement de la rétroaction descriptive et ils sont obligés de l'utiliser pour continuer à améliorer leurs travaux. Moi, j'enseigne le français puis les études sociales. Fait que ça force vraiment l'élève à voir que ben, l'apprentissage, c'est pas fini quand le chapitre vient de finir ou quand l'unité du texte d'opinion vient de finir. OK, on oublie ça puis on passe à d'autres choses. On continue, tu sais. Puis c'est là qu'on change vraiment le discours dans notre salle de classe. Moi, ça fait des années qu'il y a un élève qui m'a demandé, Monsieur, c'est quoi ma note? Je ne l'entends plus parce que j'en parle pas. J'ai changé la conversation. C'est plutôt comment je peux améliorer mon texte, monsieur. Donc, ça, c'est vraiment de la musique à mes oreilles. L'évaluation est bienveillante aussi quand elle est au service de l'apprentissage, donc au service des élèves. Souvent, je trouve que, bien, pas souvent, mais parfois, on fait une évaluation parce que ça nous prend des notes au bulletin. Hey, ça me prend des notes, il faut que je ramasse des notes. Mais il faut penser à l'élève aussi là-dedans. Est-ce que c'est bon pour lui, ça, là? C'est bien beau qu'il faut faire son bulletin, mais il y a d'autres moyens d'aller chercher des traces d'apprentissage que de juste leur donner des évaluations formelles, entre autres avec la triangulation. On valorise l'erreur comme source d'apprentissage. Mais ça, je pense que c'est très connu. L'erreur doit occuper une place importante dans nos salles de classe. Et je pense que pour que l'erreur occupe une bonne place dans nos salles de classe,
il faut d'abord qu'il y ait un sentiment une atmosphère de bienveillance dans la salle de classe. Parce qu'il n'y a pas personne qui veut admettre ses erreurs quand c'est une atmosphère hostile. Fait que ça, je pense que c'est le travail de chaque enseignant de créer un bon environnement, justement, pour qu'on puisse apprendre de nos erreurs. Puis, une évaluation bienveillante, c'est quand ça considère la progression de l'élève. Le travail effectué, l'amélioration, l'investissement sont reconnus. Puis, la note n'est pas la seule finalité. Parce que moi, ce que je dis à mes élèves, je leur donne des évaluations, ils reçoivent la rétroaction descriptive. Puis là, comme là, j'ai fait ça au mois de janvier, ils doivent réutiliser leur rétroaction reçue au mois de janvier pour continuer à améliorer leurs travaux. Ensuite, ils viennent me rencontrer puis ils me montrent, bon, voici qu'est-ce que j'avais manqué dans mes travaux, comment je me suis amélioré, puis voici les preuves. Donc, pour faire la note au bulletin, je discute avec l'élève, on regarde ses preuves d'apprentissage, puis là, l'élève, il me suggère une note que je devrais mettre au bulletin. Puis si on est d'accord, ben, c'est la note qu'on met au bulletin. Donc, vraiment, quand on l'inclut comme ça, puis que moi, ce que je dis aux élèves, c'est je ne veux pas savoir où est-ce que tu étais au mois de septembre. Je veux savoir où es-tu maintenant en janvier, juste avant que je fasse ton bulletin. Je veux prendre comme une photo de où est-ce que tu es maintenant. Donc, je pense que ça, encore une fois, ça aide à enlever l'opacité du processus d'évaluation. Et finalement, pour devenir un enseignant bienveillant, bien, la première chose, c'est de connecter avec nos élèves. Il n'y a pas personne qui veut recevoir de la rétroaction de quelqu'un qui n'aime pas. Moi, personnellement, si j'ai quelqu'un que je n'aime pas, que je n'apprécie pas, j'en veux pas de sa rétroaction. Fait que ça, je pense que c'est notre premier job de connecter avec nos élèves. Ensuite, les encourager. Tout le monde a tout le temps besoin d'encouragement. Même nos bons élèves, tout le monde a besoin d'encouragement. Ensuite, de bien communiquer avec nos élèves, donc que ce soit les critères d'évaluation, il faut que ce soit connu. Il ne faut pas que ce soit une devinette quand tu rentres dans la classe pour une évaluation. Il faut que tu saches exactement dans quoi tu t'embarques. Et finalement, reconnaître les efforts de nos élèves. Ça aussi, ça fait partie du fameux processus que Martin nous parle depuis tantôt. Donc, une autre question pour vous autres. Les élèves aiment se faire évaluer. Vrai ou faux? Voyons, j'ai de la misère à parler. Mettez vos réponses dans le chat ou vous prenez la parole. Michel, elle commence à apprendre notre. Marie-Pierre aussi, là, elle apprend un autre truc, là, je pense. OK. Alors, en fait, vous avez raison, toutes les deux. Un peu de V et un peu de F, un peu de vrai, un peu de faux. C'est faux si on n'évalue pas fréquemment et on priorise l'évaluation de l'apprentissage. Mais ce que la recherche nous démontre, c'est que c'est vrai si on évalue fréquemment et on priorise l'évaluation au service de l'apprentissage. Alors, juste pour, tu sais, je pense que vous nous voyez venir là, avec cette question-là. On s'adapte de la première question, mais on est parti de la prémisse que l'évaluation peut être stressant, mais pas tout le temps. Tu sais, c'est pas tout le temps stressant, puis ça, c'est contre-intuitif. Et puis là, on arrive, ben, les élèves aiment l'évaluation, puis là, on commence à dire, ben, c'est vrai puis c'est faux. Alors, explorons justement le contexte dans lequel c'est vrai. Puis pour ce faire, on va vous présenter une recherche, une étude qui a été faite qui met en évidence le principe d'une pratique ou d'une épreuve par jour, une évaluation par jour. Alors, évidemment, c'est une étude. Vous l'avez en bas à droite en hyperlien si jamais vous voulez l'explorer. Mais cette étude-ci, là, justement, à tous les jours d'un semestre, on évaluait nos élèves. On ne parlait pas d'évaluation de 60-75 minutes, mais on parlait de petites évaluations à tous les jours du semestre. C'est quand même assez extrême comme procédure, mais on voulait voir, ben, c'est quoi les effets sur les élèves. Alors, on les a questionnés par la suite. Et puis, je vais vous lire les réponses de ces élèves-là. Alors, ici, on a un premier énoncé, puis on voulait savoir, ben,
Est-ce que les élèves sont d'accord ou pas d'accord avec ça? Puis pour ceux qui font des calculs mentaux dans leur tête, vous allez remarquer que les pourcentages n'égalent pas 100%. Il y avait une autre catégorie qui n'était pas certain, mais je ne l'ai pas rajouté ici dans la diapositive. Alors, le premier énoncé, j'étais sceptique lorsque la procédure a été décrite pour la première fois. 48% étaient d'accord. Moi, si je me mets dans mes souliers d'élèves au secondaire, j'aurais été pas mal sceptique, moi aussi, d'avoir une évaluation par jour. Le deuxième énoncé, j'ai étudié plus pour ce cours que pour la plupart des autres. 70% sont d'accord avec cet énoncé-là. Troisième énoncé, j'ai davantage appris avec cette procédure que je ne l'aurais fait avec seulement quelques évaluations. Fait que là, on parle d'apprentissage. 79% sont d'accord avec l'énoncé. Finalement, j'ai été plus en mesure de suivre ce cours comparativement à mes autres. 91% sont d'accord. On peut continuer aussi. Le prochain parle fort. Si j'avais le choix, je choisirais cette procédure plutôt que d'avoir seulement quelques évaluations. 67% sont d'accord. Ils veulent se faire évaluer à tous les jours. Prochain énoncé. Ce cours m'aidera à gérer mon temps d'études à l'avenir. Quelque chose qu'on entend souvent parler, la gestion du temps, l'autorégulation. 74% disent que cette procédure-là les soutienne dans leur gestion de temps. Là, un autre énoncé qui parle fort, j'aime mieux la procédure d'une évaluation par jour que seulement quelques évaluations. Donc, aime, c'est un gros verbe, hein, on le sait déjà, mais aimer la procédure ici, 77 sont d'accord. Et prochain énoncé, la procédure d'une évaluation par jour a été une expérience terrible. Alors, le contraire ici. On voit que pour 6% des élèves, ça a été terrible, mais 90% ne sont pas d'accord avec cet énoncé-là. Mais finalement, ici, on pose la question, je recommande d'utiliser cette procédure pour le prochain semestre. 81% sont d'accord et 0% sont en désaccord avec l'énoncé. Fait que même les gens pour qui c'était une expérience terrible, ils disent ben, peut-être qu'on devrait quand même l'utiliser. On voit la valeur là-dedans. Fait que, évidemment, c'est une étude qui est quand même une procédure qui est quand même assez extrême. Mais ici, ça met en évidence un peu quelque chose qu'on a parlé tout au long de l'atelier, qui est vraiment, est-ce qu'on voit l'évaluation comme étant au service de l'apprentissage, puis est-ce qu'on met de l'emphase là-dessus? Fait qu'à tous les jours, j'ai un petit peu d'informations pour me réajuster. Puis là, si on fait un lien avec le bien-être, bien, ce réajustement-là, ça me situe, ça l'aide mon sentiment de compétence. Je deviens plus confiant, je deviens plus autonome, puis j'ai beaucoup plus de rétroaction, alors plus de dopamine au niveau de mon lobe préfrontal. Puis à ce moment-là, ben, je vis des réussites aussi en même temps. Alex? Ah, ton micro, Alex. Michel vient de nous dire, je n'évalue pas nécessairement mes élèves à tous les jours, mais à chaque cours, mes élèves ont une activité à faire à l'entrée de la classe, une activité de 10-15 minutes max. Bien, je pense que c'est pas mal dans la veine de l'étude, parce que quand on parle d'une évaluation, on ne parle pas d'un test formel à chaque fois, mais comme un billet de sortie, puis ou un billet d'entrée, comme dans ton cas. Mais je vois aussi beaucoup de liens à faire avec le webinaire de neurosciences qu'on a fait et aussi le podcast avec Éric Masson qu'on a fait. Pas Éric Masson, Steve Masson. Quand il nous parlait de l'effet testing, l'effet de test, où est-ce que vraiment, quand ça permet à notre cerveau d'aller chercher de l'information en mémoire et plus qu'on le fait, plus qu'on devient efficace à le faire, puis plus que l'apprentissage devient facile finalement. Alex, tu viens de voler mes mots de ma bouche. Et puis, tu sais, ça le dit ici, la récupération en mémoire est positivement corrélée avec une réduction de stress. Fait qu'on part ici de la prémisse que les élèves aiment peut-être pas l'évaluation, mais là, on se rend compte que
c'est pas l'évaluation qu'ils n'aiment pas, c'est se faire évaluer trop peu fréquemment. Ils n'aiment pas ça, pas savoir où est-ce qu'ils se situent. Ils n'aiment pas ça, pas pouvoir s'améliorer continuellement. Dans le fond, les élèves aiment apprendre. Ils aiment apprendre, puis l'évaluation leur permet d'apprendre. Puis Michel, tu le mentionnes dans le chat, tu sais, tout dépend, ça revient tout le temps à la définition de l'évaluation. Bien, dans notre tête, on a été tellement martelé que l'évaluation, c'est un test à la fin d'une unité, mais l'évaluation, c'est de savoir où ce qui se situent nos élèves. C'est ça l'évaluation au service de l'apprentissage. Puis là, d'offrir de la rétro par rapport à ça, bien là, on chemine dans une certaine direction. Alors, quand on parle, Alex mentionnait justement la récupération en mémoire, bien, c'est ça que l'effet de testing ou l'effet de pratique nous permet de faire, c'est d'aller chercher dans notre mémoire et puis là, de pratiquer justement ce recueil d'informations-là dans notre mémoire. Et puis, ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'on voit une réduction de stress associée à ça. Alors, c'est quand même assez intéressant. Puis, quand on parle de récupération de mémoire, là, on a mis des exemples d'entraînement de la récupération de mémoire. Mais ça ne se limite pas à ces exemples-là. Fait qu'on a mis des billets d'entrée, billets de sortie, des quiz, des formatifs, des tests, mais ça peut être des conversations, ça peut être des observations, ça peut être de croiser un élève puis de dire Hey, j'ai remarqué ça. Ça peut être aussi banal que ça peut être poser une question en avant d'un groupe, puis on lève le doigt, un doigt vrai, deux doigts faux, on fait des constats, on s'ajuste. On peut certainement consigner ça dans une grille d'évaluation plus tard, si on le souhaite, mais c'est quand même de l'évaluation au service de l'apprentissage. Donc, le sentiment de stress ou d'anxiété est souvent associé à une perception de manque de contrôle sur une situation. Comme tu viens de le dire, Martin, quand on ne sait pas dans quoi qu'on s'en va, c'est pas plaisant. Et c'est quand on a un manque de contrôle, c'est là qu'on devient stressé. J'en sais quelque chose, il y a à peu près 1 heure, je commençais à être un petit peu stressé parce que mon ordinateur n'ouvrait pas, puis je n'avais pas le contrôle. Alors, ce qu'on voit ici, là, c'est un peu un recap de quoi on a parlé, mais justement, lorsqu'on augmente la récupération en mémoire, on voit une augmentation au niveau du sentiment de compétence. Puis, cette augmentation-là au niveau du sentiment de compétence vient augmenter notre sentiment d'autonomie aussi. Et puis ça vient réduire le stress. On se sent plus en contrôle de notre apprentissage. On n'a pas besoin d'aller très loin pour réfléchir à une perte de contrôle. Tu sais, on l'a tout vécu au niveau de la pandémie. Ce qui générait beaucoup de stress et d'anxiété, c'est qu'on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. On n'était pas en contrôle de la situation. Est-ce que nos élèves savent où est-ce qu'ils s'en vont? C'est quoi la cible? Puis est-ce qu'ils ont de la rétro pour cheminer vers leur cible? C'est ça la question qu'on se pose ici. Donc, vraiment, plus qu'on teste les élèves, ben, ils vont apprendre justement à gérer leurs émotions, à reconnaître les émotions, puis à savoir les gérer, à faire face au haut et au bas de je fais un test, OK, ben big deal. Demain, il va en avoir un autre, puis demain, on va peut-être réussir. Puis, plus qu'on le fait, plus que l'élève se sent compétent à gérer ses émotions, justement, puis il va devenir moins stressé. Martin, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. Bien, je pense qu'on l'a touché pas mal au niveau du sentiment de compétence, sentiment d'autonomie, mais effectivement. Puis on voit moins des mots de vente, des mots, tu sais, des gros cernes. Quand tes élèves, Alex, ils ont pratiqué leur dissertation ou leur texte, puis ils sont retournés souvent, bien, ils ne sont pas en train de passer la soirée d'avant, en train de le rédiger. Ils l'ont fait tout au courant des semaines. Fait que, tu sais, au niveau du bien-être physique aussi, on a un impact positif ici aussi. Ce qui nous amène justement à un aspect spécifique du bien-être, qui est la motivation. Et dans nos écoles, justement, on entend différents messages à cet égard-là. On dit, ben, mes élèves, ils réussissent pas, ils ne sont pas motivés. Puis on peut se poser la question, ben, c'est qu'est-ce qui vient avant? C'est-tu la motivation ou c'est la réussite?
Et justement, ce qu'on se rend compte, c'est que la réussite est un précurseur à la motivation. Alors, on va vous présenter une autre étude qui présente, qui met le point justement, qui fait le point sur ceci, qui est assez intéressante aussi, qui est contre-intuitif aussi. À cause souvent, on dit ah, mais mes élèves, ils réussissent pas, ils sont pas motivés, mais c'est peut-être le contraire, en fait. Fait que dans cette étude-ci, on voulait voir, ben, nos élèves qui réussissent bien en première année, de quelle façon est-ce que ça peut prédire la réussite en deuxième année? Et ce qu'on voyait, c'est que la réussite en première année prédisait avec un haut degré de corrélation la réussite en deuxième année. Donc, au niveau statistique, 0,76, c'est très significatif. Puis ça a du sens, là, un élève qui a les acquis en première année, ben, il va probablement bien réussir sa deuxième année aussi. Et on voit quelque chose de similaire ici entre la deuxième et la quatrième année. La prochaine étape de cette étude-ci, c'est on voulait voir, ben, la motivation en première année, est-ce qu'elle prédit, elle, la motivation en deuxième année? Donc, un élève qui est motivé, là, il pète le feu en première année, est-ce qu'il est motivé en deuxième année? Et ce qu'on voit ici, c'est, ben oui, effectivement, la motivation en première année prédit la motivation en deuxième année, mais c'est une corrélation qui est moins puissante. Mais encore une fois, elle est significative. Donc, à un certain degré, on peut prédire la motivation d'une année à l'autre et on voit quelque chose de similaire entre la deuxième et la quatrième année. Là, la question qu'on se pose, c'est, ben, la réussite en première année, est-ce qu'elle prédit la motivation en deuxième année? Et ce qu'on voit ici, c'est une corrélation positive, mais encore une fois plus basse ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, lorsqu'on la compare au contraire, la motivation en première année, est-ce qu'elle prédit la réussite en deuxième année? Bien, elle est beaucoup plus grande que l'autre corrélation. Fait que ici, ce qu'on constate, c'est que la réussite en première année peut prédire la motivation en deuxième année. Donc, un élève qui réussit bien en première année, ben, ça va prédire sa motivation. Par contre, un élève qui est motivé, ça ne prédit pas nécessairement sa réussite. Et on voit ces résultats-là constamment, soit des corrélations négatives ou presque nulles ici. Alors, la question de l'œuf et la poule ici, au niveau de la réussite et la motivation, ben, on se rend compte que pour être motivé, il faut réussir. Alors, ça ici, quand j'ai vu cette étude-là, je suis tombé en bas de ma chaise, je me suis dit, ça vient contrer plusieurs de nos croyances dans nos écoles. Puis là, souvent, on va se dire, ben, tu sais, l'élève, il est juste pas motivé, c'est pour ça qu'il réussit pas. Mais est-ce que l'élève est capable de réussir? Est-ce qu'il vit des petites réussites? On ne parle pas de baisser les attentes ici, mais on parle de baisser les barrières. On garde nos attentes, mais on fait vivre des réussites à nos élèves. Oui, Alex? Bien, moi, le meilleur exemple que je vois de ça, de cette étude-là, mais dans la vraie vie, c'est les jeux vidéo avec les élèves, avec les jeunes. Là. Mais pourquoi que les jeunes sont accros aux jeux vidéo? Parce qu'ils ont des petites réussites. Ils échouent beaucoup, beaucoup, beaucoup dans leurs jeux vidéo. Mais après ça, oups, ils sont capables de passer le gros méchant. Puis là, après ça, ils s'en vont au prochain tableau. Puis ils continuent d'avoir des échecs. Puis oups, un autre petit succès. Fait qu'ils sont tout le temps motivés à revenir et à continuer. Puis les jeux vidéo sont designés justement exactement pour ça, pour faire vivre des réussites, puis pour garder la motivation en vie. Puis ça l'amène justement tout un autre ordre, plusieurs autres questions ici. Ben, qu'est-ce que ça veut dire une réussite? Et puis, est-ce qu'on peut mesurer la réussite de nos élèves de plusieurs différentes façons? Puis la réponse, c'est oui. Traditionnellement, on mesure la réussite avec un test papier-crayon. Par contre, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que ben, un élève qui n'est pas rendu peut-être en mathématiques à l'écrire au niveau symbolique, qui n'est pas capable d'écrire des chiffres avec des opérations, puis etc., une équation, mais il est capable d'en parler, bien, on a besoin de le savoir, ça. Fait que c'est une partie de la compréhension ici.
Et puis, ça compte comme une réussite. Fait que la triangulation ou varier les sources de preuves d'apprentissage peut venir faciliter justement la motivation de nos élèves par l'entremise de la réussite. Alors, ça l'ouvre nos yeux, je pense, à tout un monde de possibilités ici. Et puis, ceci nous mène justement, on avait cité faire croître le succès au début de la présentation. Alex nous avait parlé. Alex et moi, on a rajouté une autre partie à cette citation-là. On l'a suggéré au ministère. Ils nous ont refusé. Non, on ne l'a pas suggéré. Par contre, on vous suggère un ajout ici. On dit, bien, effectivement, le but premier de toute évaluation, c'est d'améliorer l'apprentissage des élèves. Puis là, nous autres, ce qu'on rajoute, c'est, bien, l'amélioration de l'apprentissage, c'est au service du bien-être. Fait que le but premier de l'évaluation, c'est l'apprentissage des élèves et l'apprentissage est au service du bien-être. Alors, c'est contre-intuitif, mais c'est pas si contre-intuitif que ça, dans le fond. Par contre, on est parti d'une question qui était peut-être plus contre-intuitive. Maintenant, on va voir un petit défi pour vous autres. Vous allez choisir un énoncé puis déterminer une action concrète que vous pouvez mettre en place en tant qu'enseignant. Bon, indiquez le lien entre cette pratique et le bien-être. Donc, les énoncés proviennent de l'article de Roch Chouinard qui, si je ne me trompe pas, s'appelle Évaluer sans décourager. Et lui a établi 10 principes pratiques pédagogiques et évaluatives favorables à l'engagement et à la persévérance. Donc, finalement, pour favoriser le bien-être. Donc, vous avez la liste ici. Donc, valoriser le dépassement de soi, faire appel à des pratiques évaluatives critériées, individualisées, varier et différencier la méthode évaluative, évaluer en privé, donner le droit de se reprendre, recourir à l'évaluation afin de signaler à l'élève ses progrès, évaluer les élèves de façon formelle lorsqu'ils sont prêts, adopter une approche positive de l'erreur et des difficultés et proposer fréquemment aux élèves des activités ne faisant pas l'objet d'aucune forme d'évaluation sommative. Donc là, vous prenez un de ces énoncés-là et vous allez déterminer une action concrète que vous pouvez mettre en place en tant qu'enseignant. Puis essayez de faire un lien avec le bien-être. Donc, je peux vous donner quelques minutes pour faire ça, pour aller voir les slides 34, 35, puis lequel de ces énoncés-là vous allume, vous donne des idées. On voit beaucoup de liens ici. Je pose une question de suivi ici, ou pour aller plus loin. Est-ce qu'il y a une pratique à laquelle on regarde, puis on se dit, ben, je ne le fais pas déjà en salle de classe, mais je le vois comme étant peut-être mon prochain petit pas ici. Hmm.
OK. Je ne savais pas, Marie-Pierre, qu'il y avait une journée internationale de l'erreur qui est le 13 octobre. Moi aussi, je vais la célébrer. Je vais tout le temps me souvenir, c'était le lendemain de l'Halloween et puis je faisais des mathématiques au tableau avec mes élèves et j'avais fait une erreur. Puis j'avais un élève de 9e année, je pense que c'était dans ma première année d'enseignement. J'avais un élève de 9e année qui m'avait dit Monsieur, as-tu mangé trop de bonbons hier? Tu as fait des erreurs. Puis on en avait ri, mais on doit normaliser les erreurs, surtout en mathématiques, particulièrement en mathématiques. Même en français, je te dirais, ça arrive des fois que je fais des erreurs au tableau, puis quand il y a un élève qui voit, je suis comme Hey! J'aime ça, Michel. Donc, doivent aussi, par la suite, faire une réflexion et se donner un objectif d'apprentissage, c'est ça? Oui, ouais, parce que si, tu sais, si on se réfère à notre fameux Inukshuk, Michel, c'est ça, c'est les objectifs d'apprentissage, c'est comme la tête de l'Inukshuk. Euh, Puis je pense que tu sais, ça pourrait même commencer par là. Euh, je pense que se fixer des objectifs, c'est vraiment quelque chose qu'on doit mettre plus d'emphase dans nos écoles, avec nos élèves, dans toutes les matières, parce que c'est ça que je pense que c'est comme ça que les élèves vont réaliser qu'ils ont un certain contrôle sur leur apprentissage, puis que c'est pas juste le prof qui décide de tout, puis que toi, tu es juste là pour ouvrir la bouche, puis nous, on les nourrit à petite cuillère, là. Si on se fixe des objectifs, on se prend en charge, là. Alors, je pense qu'on est prêt pour le punch final. Oui, watch out. Alors, on vous pose une autre question ici, vrai ou faux? On peut apprendre en profondeur. Oh, il manque un ne. On ne peut pas apprendre en profondeur sans évaluation. Ah, c'est Alexandre qui n'aimait pas mes négations ici. On ne peut pas. On ne peut pas apprendre. Il y a deux négatifs, oui, je le sais, mais alors, on vous invite à partager votre réponse dans la boîte de clavardage. On ne peut pas apprendre en profondeur sans évaluation. Vrai ou faux, d'après vous? Exactement. Donc, on est à faux. On doit, l'évaluation est primordiale à l'apprentissage. Je pense qu'on l'avait, on en avait parlé un petit peu de cette question-ci au début de l'atelier, mais dans le fond, ici, parler d'apprentissage sans parler d'évaluation, c'est impossible. Puis, je pense que pour ce faire, qu'est-ce qui est contre-intuitif, dans le fond, c'est d'aller à l'encontre de peut-être notre expérience en tant qu'élève. À cause, auparavant ou traditionnellement, on mettait énormément d'emphase sur l'évaluation de l'apprentissage. Et là, on se rend compte que l'apprentissage, pour apprendre, ben, il faut évaluer au service de l'apprentissage. Alors, c'est impossible de parler d'évaluation sans parler d'apprentissage et vice-versa, ou d'enseignement. Je fais souvent la référence au niveau de
soit du sport ou de la musique ou d'un autre contexte, mais dans le fond, tu sais, quelqu'un qui joue la musique, joue le piano et fait une fausse note, ben, il est en train de s'évaluer à ce moment-là. Si tu joues au hockey et tu manques ta cible, ben, tu te réajustes par la suite. Ah, tu viens de te faire une auto-évaluation et puis là, tu as une rétroaction qui vient guider ton prochain tir. Alors, l'évaluation est primordiale, elle est centrale à l'apprentissage en profondeur surtout. Et puis, ça, c'est contre-intuitif, mais tout ce dont on a parlé aujourd'hui vient nous mener justement à ce constat-là. Alors, c'est avec cette idée-là que on remet nos résultats d'apprentissage. Ben, on a exploré aujourd'hui la relation qui existe entre l'évaluation et le bien-être. On a parlé de pratiques pédagogiques évaluatives au service de l'apprentissage, mais aussi au service du bien-être. Et puis là, on a exploré la question de motivation et de réussite, l'œuf ou la poule. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui semblent contre-intuitifs, mais lorsqu'on les creuse un petit peu plus, ou ils semblent intuitifs, mais lorsqu'on les creuse un petit peu plus, ils deviennent un petit peu contre-intuitifs. Alors, on vous dit un grand merci. On met nos adresses ici de Twitter, d'Instagram, notre balado aussi. On vous dit un gros merci pour votre participation. Ça a été super apprécié. C'est encore plus difficile de présenter sans cette participation-là. Et sur ça, on vous dit un grand merci et bon congé du mois de mars qui s'en vient très bientôt. Courage. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. N'oubliez pas de remplir le formulaire de rétroaction. Merci, Alex. Je vais le mettre dans la boîte de clavardage. Alors, je ne sais pas si Louis est toujours avec nous. Bonne soirée. Bonne Merci, soirée. Michel. Bye.